Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur le plateau de Direct Gestion. Le débat pendant 30 minutes, 9h30 à 10h en direct. Deux experts débattent de l'actualité économique, financière et bien sûr boursière. On va parler évidemment des banques centrales, on va parler aussi allocation d'actifs. Pour m'accompagner ce matin, Stéphane Pézeril, le gérant de Alma Capital et Associés. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Et Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice. Messieurs, on va commencer comme d'habitude par l'édito que vous avez peut-être entendu il y a quelques minutes. C'était sur les transactions financières, une taxe sur les transactions financières. L'idée n'est pas nouvelle, on souhaiterait la mettre en place en Europe. On en avait parlé en 2011 quand il avait fallu soutenir évidemment beaucoup d'instituts financiers. Ça paraît normal d'avoir cette petite taxe, ce petit prélèvement, mais on a du mal à accorder ces violons en zone euro. Stéphane. Oui, alors il n'y a pas que sur la taxe financière qu'on a du mal à s'accorder sur ces violons en zone euro. Une taxe peut se comprendre dans le sens où effectivement il y a beaucoup de flux qui arrivent sur les marchés financiers. C'est une manne qui peut être importante et qui à travers le débat des dettes souveraines peuvent régler une partie du problème. Maintenant, cette taxe va-t-elle être appliquée En tout cas, elle est repoussée pour son application. On en espère 30 à 35 milliards, évidemment, sur la masse des transactions qui sont faites quotidiennement, et ça seulement en zone Europe. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, il n'y a pas d'autres centres Nevaging, New York. Dans un monde globalisé, ça paraît un peu curieux d'avoir cette taxe qui serait justement appliquée que sur l'Europe. Oui, effectivement. Alors, Tobin, or not Tobin. Moi, on n'a pas étudié la question, mais je crois qu'il y a deux problèmes qui se posent. Après, effectivement, c'est la compétition entre plateformes boursières dans le monde. Et puis, je crois le deuxième souci, c'est que finalement, cette taxe, qui va la payer? Est-ce que c'est pas finalement, d'une certaine façon, les entreprises qui vont, du coup, avoir un accès au capital qui sera, je dirais, un petit peu plus cher du montant de la taxe, parce que les investisseurs vont prendre effectivement cette taxe en compte dans effectivement leur décision de gestion. Donc je ne crois pas que le problème soit vraiment aussi simple que ça. Et on voit bien qu'il y a une difficulté. Voilà, c'est pas encore pour demain que la taxe Tobin sera mise en place sur les marchés financiers dans leur ensemble. Effectivement, et puis vous disiez Stéphane, c'est vrai que les Européens ont du mal à se mettre d'accord sur beaucoup malheureusement de sujets. On l'a vu sur le dossier grec, bon il est enfin derrière nous, plus grave peut-être sur des problématiques aussi régaliennes, la défense, etc. Les budgets qui ne sont pas toujours à l'équilibre par exemple. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de réintégrer le budget de la défense, vous qui par votre passé être ancien militaire de formation, réintégrer ça dans justement l'équation budgétaire nationale? Oui, alors le budget de la défense, la défense européenne est un vaste sujet qui ne date pas d'hier, qui date depuis de la construction de l'Union européenne. Alors vous dites que les sujets sont derrière, en fait je dirais même que les sujets sont devant. En fait les sujets sont toujours repoussés d'année en année. Vers le futur, vers l'avenir. Malheureusement en Europe, on ne règle pas suffisamment les problèmes. Maintenant, effectivement, je pense que depuis le 13 novembre, les attentats du 13 novembre, il y a vraiment une prise de conscience qui est faite en France et je pense en Europe. Parce que contrairement aux autres attentats du 11 janvier par exemple, la cible elle est globale. C'est des Parisiens, c'est des Français qui ont été touchés sur les terrasses. Il n'y avait pas de cible vraiment sur par exemple sur une synagogue ou sur quelque chose qui était très marquant. Donc là tout le monde est concerné et je pense qu'il y a une prise de conscience qui fera en sorte qu'en France on va augmenter. D'ailleurs de toute façon le budget de la défense est sanctuarisé en 2016 en tout cas. Les effectifs depuis la fin de la guerre d'Algérie augmentent cette année et l'année prochaine au sein des forces armées. Et je pense qu'en Europe, et l'Allemagne et la Grande-Bretagne en particulier,
vont commencer à réfléchir ensemble et à trouver une solution commune. Alors bien sûr, on a des impacts sur le marché. Il y en a un qui est un peu contre-intuitif. C'est ce qui se passe en ce moment sur le dollar. C'est vrai que dans cette poudrière, on aurait pu avoir en d'autres temps un baril qui flambe complètement avec ses inquiétudes sur le Proche et le Moyen-Orient. Or, au contraire, le pétrole n'en finit pas de baisser. Nouveau record à la baisse depuis 2009, on ne l'avait pas vu aussi bas, avec un WTI et un Brent qui ont franchi les $40 à la baisse. Frédéric Rollin. Alors sur le pétrole, effectivement, je crois qu'il y a deux choses peut-être à signaler. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, malgré les problèmes au Moyen-Orient, l'offre de pétrole reste relativement abondante. Et notamment, on voit qu'en Irak, la situation politique est désastreuse, mais néanmoins, les puits de pétrole qui sont au sud, en fait, sont relativement bien protégés. C'est un exemple. Donc dans l'ensemble, l'offre est quand même là, et puis on a cette offre de pétrole de schiste qui est importante. Donc c'est un premier point, ça explique, je pense, pourquoi aujourd'hui le pétrole baisse, d'autant que les indicateurs avancés qu'on a de la croissance économique, globalement, sont mitigés. On voit bien l'ensemble des enquêtes auprès des entreprises à travers le monde, on a des PMI qui quand même tendent vers 50 en moyenne. Il baisse, je dirais, pratiquement chaque mois maintenant depuis plus de 12 mois. Donc ça, la demande, donc l'offre est là, la demande n'est pas vraiment là et les prix baissent. Deuxième point que je trouve assez important, je pense qu'on est dans un monde qui est un petit peu différent. On était dans un monde sur le pétrole où c'était les producteurs quelque part qui fixaient leur prix non pas par des coûts de production comme on peut l'avoir dans l'industrie normale, mais par tout simplement ouvrir ou fermer le robinet pour parler simplement. Et là, on a plutôt des prix qui sont décidés de la même façon qui sont décidés, je dirais presque pour des voitures ou des machines à laver, par des coûts de production. C'est aujourd'hui les coûts de production et les économies sur les coûts de production que vont faire les producteurs américains que va se décider le prix du baril. Donc on n'a plus un plancher comme avant, mais beaucoup plus un plafond sur le pétrole. Est-ce que l'ère du pétrole cher est terminée ? Alors là, c'est toujours difficile d'être aussi catégorique, mais oui, en tout cas, il y a des éléments pour le penser. On peut penser qu'effectivement, si le pétrole venait à remonter fortement parce que des événements malheureux arriveraient au Moyen-Orient ou parce que l'Arabie Saoudite d'un seul coup déciderait, ben voilà, j'en ai marre, j'arrête une partie de ma production, qu'on aurait automatiquement les producteurs de pétrole de schiste américains qui réouvriraient, alors ça c'est pas dans l'immédiat, mais ça se peut se faire en quelques mois, qui réouvriraient les vannes et ça limiterait effectivement la hausse du prix du pétrole. Alors le pétrole cher, c'est peut-être pas terminé, de toute façon ce qu'on achète, on trouve toujours trop cher, mais les chocs pétroliers, en revanche, vont probablement, sur la base de ce raisonnement, être beaucoup plus improbables qu'ils ne l'étaient auparavant. Avec évidemment des effets, notamment, c'est quand même des pressions déflationnistes qui s'exercent, et ça devient un casse-tête notamment pour les banques centrales qui sont toujours à la recherche de l'inflation perdue. On va dire, c'est compliqué. On s'en réjouit en tant que consommateur d'avoir un pétrole cher, par contre pour les finances publiques c'est un petit peu plus compliqué. Oui, pour l'Europe c'est une chance unique, notamment pour les entreprises. La baisse du pétrole, ça représente l'équivalent d'une défiscalisation, enfin d'une baisse d'impôts. Donc pour les entreprises et pour les consommateurs européens et américains, c'est une chance. Après, effectivement, le problème de l'inflation, c'est surtout le problème de la déflation qu'on essaie d'éviter. Ça va être compliqué pour les banques centrales et notamment la Fed qui devrait relever ses taux. Alors la Fed justement qui devrait relever ses taux, on en a peur finalement de ce resserrement, on l'anticipe, on le prépare maintenant depuis 2 ans, dernière fenêtre de tir pour Janet Yellen, dernière chance en tout cas pour 2015. Un document intéressant quand vous avez dit Frédéric Rollin, la Fed resserre, c'est pas finalement si grave, il y a un effet un peu de, on est saisi et on a des marchés qui baissent à très court terme, mais si on regarde ce qui se passe 9 mois après ou 1 an après les premiers resserrements, que ça soit on le voit bien en zone US, on est à plus 10,60 € en moyenne depuis 1983, 1 an après, et en zone euro 21%. Ça veut dire que quand la Fed resserre ses taux, c'est quand même globalement, au final, si on regarde bien, que l'économie va mieux. Effectivement, donc les resserrements monétaires de la Fed depuis les années 80 en général sont plutôt bien passés. C'est une moyenne là, mais quand on regarde dans le détail, de façon générale, ça se passe plutôt bien, tout simplement parce qu'ils sont extrêmement préparés. On peut avoir, avant
quelques temps avant, et on a vu notamment en 2013 un petit peu de volatilité, mais au bout du compte, la question du relèvement des taux de la Fed n'est pas tellement celle du renchérissement du crédit, il compte, mais c'est surtout celle d'une erreur ou non de politique monétaire. Si la Fed monte ses taux alors que l'économie américaine va réellement mieux et qu'elle ne les monte pas trop vite, alors il y a toutes les raisons que ça se passe bien, parce qu'au bout du compte, ce qui fait la hausse des marchés actions, quand même, c'est avant tout les hausses bénéficiaires. Ouais. C'est votre scénario pour 2016, justement, une hausse modérée, comment vous anticipez? Alors nous, effectivement, la hausse des taux de la Fed, on considère qu'elle va être modérée, mais pas tellement selon les discours de la Fed. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la course de l'économie. Nous, on pense que la Fed ne va que répondre, ne va être une conséquence de la course économique américaine, avec une Fed qui, de toutes les façons, va vouloir continuer d'installer cette croissance et être relativement en retrait. Donc, dans l'ensemble, on a des pressions inflationnistes aux États-Unis qui sont assez faibles. La croissance économique qui revient sur des niveaux de 2,5, elle est là, elle est solide, mais elle n'est pas énorme. On voit même que les entreprises commencent à souffrir aux États-Unis de la hausse du dollar. Donc, tout ça nous fait penser que voilà, la Fed va être relativement accommodante et ne sera pas un frein. Donc première hausse des taux en décembre alors oui, probablement une hausse des taux en décembre, mais je dirais que là maintenant ça nous intéresse presque plus, et c'est tellement annoncé. Et ensuite, et qu'est-ce qu'elle va dire et comment elle va obéir. Ça va être très incertain, mais assez probablement parce que l'économie américaine est quand même dans une phase de relative mollesse, quand même, surtout au niveau de l'inflation, une hausse assez douce. Le risque étant, et peut-être on en parlera un petit peu, que bien on se trompe sur les pressions salariales, qu'au bout du compte, ces pressions salariales qui sont relativement inexistantes aujourd'hui, en tout cas assez modérées, ne s'intensifient, et là, évidemment, ça peut tout changer dans le paysage boursier. Oui, votre pronostic pour la croissance US? Oui, en fait, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. La Fed, effectivement, on le voit bien, elle navigue à vue. D'ailleurs, si on regarde le début d'année, la Fed aurait dû augmenter ses taux. En début d'année, c'est la BCE qui l'a empêché, avec le bazooka de Mario Draghi, son QE. Et puis elle aurait dû relever ses taux en septembre, et on voit bien que la Chine a joué les troubles faits cet été. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas le faire. Il y a toujours une vraie bonne raison pour ne pas le faire. Et je pense que la dernière intervention de Mario Draghi permet à la Fed de lui donner une fenêtre de tir pour justement commencer à remonter ses taux. Voilà. Et donc c'est en ce sens que Janet Yellen agit un petit peu à vue. Et donc on ne peut pas savoir ce qui se passera dans 6 mois. On peut pas, même Janet, je pense qu'elle ignore ce qu'elle fera dans 2 mois. Donc elle le fera avec pragmatisme, en fonction des chiffres de l'économie américaine, en fonction des circonstances aussi, de la situation internationale. Voilà. En tout cas, la remontée des taux se fera. C'est une bonne chose parce qu'il faut le faire. On ne peut pas rester avec des taux à zéro. C'est pas possible. Et c'est justement s'il ne se passait rien que là, il y aurait peut-être une erreur de communication, que les marchés seraient émus par ce qui pourrait se passer. Merci messieurs. En fin de la première partie de ce débat, dans un instant la suite, et on va parler justement de vos allocations. Quelles sont les zones d'investissement que vous préférez? Quels sont les secteurs également que vous choisissez ou que vous recommandez pour l'année 2016? Dans un instant, la suite. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.